Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hastings, le podcast spécialisé dans l'histoire et le patrimoine culturel de la Normandie et de la Grande-Bretagne. Un programme conçu et présenté par Serge Vandenbroek. Le matin s'était levé sur Londres, comme n'importe quel jour, ce lundi 17 octobre de l'année 1814. Pourtant, cette date allait rester longtemps dans les mémoires des habitants du quartier de Saint-Gilles. Saint-Gilles, c'était à cette époque un enchevêtrement de ruelles malsaines, humides, où des immeubles surpeuplés et mal entretenus abritaient une population misérable. On y survivait plutôt qu'on y vivait, dans les miasmes délétères de la malpropreté, dans les ravages de l'alcoolisme et dans la violence quotidienne, autant de malheurs irrémédiablement générés par une pauvreté endémique et toutes les facettes les plus scandaleuses du vice. Tous ces gens n'avaient évidemment qu'une vague idée de ce qui se passait dans le monde au-delà de leur taudis répugnant et de la complexité des événements politiques qui ébranlaient l'Angleterre, son empire et ses voisins immédiats, à commencer par la France. Du côté anglais, le roi George III était sur le trône, mais en fait, depuis qu'il était tombé malade et qu'il avait presque complètement perdu la raison, c'était le prince de Galles qui tenait maintenant les rênes du pays, en devenant prince régent en 1811. Du côté français, les terribles guerres napoléoniennes avaient laissé sur les champs de bataille une foule terrifiante de cadavres, de jeunes hommes enrôlés par la conscription et de moins en moins enthousiastes à l'idée d'aller se faire massacrer. En Normandie notamment, un nombre considérable de conscrits multipliaient les subterfuges pour échapper à la guerre. Certains, avec la complicité d'un instituteur ou même d'un maire complaisant, se faisaient faire de faux certificats d'état civil. D'autres prétendaient être bègues ou débiles mentaux. D'autres encore n'hésitaient pas à s'infliger eux-mêmes des mutilations. Et contre de belles sommes d'argent, des officiers du conseil de recrutement pouvaient quelquefois se laisser corrompre. Il y avait aussi un autre stratagème qui avait été repéré dans la ville de Caen et dans les alentours. Des garçons d'une vingtaine d'années appelés à servir dans l'armée se mariaient du jour au lendemain avec des femmes de 70 ou 80 ans, le mariage leur permettant d'échapper à la conscription. Et enfin, il restait une dernière solution toute simple, la désertion. S'enfuir et disparaître dans la nature, la diversité géographique du bocage normand et la bienveillance de nombreux paysans permettant d'espérer de ne pas être repris. Le 4 avril de cette année 1814, après de nouvelles batailles qui s'étaient soldées une fois de plus par d'énormes pertes humaines bien inutiles, Napoléon avait abdiqué et avait été envoyé sur l'île d'Elbe. L'Angleterre, qui a fait bien sûr partie depuis le début de ces conflits des pays coalisés contre l'empereur, ne pouvait que se réjouir de la chute de celui qu'il considérait comme un tyran. Dans le quartier londonien de Saint-Gilles, bien loin de tous ces problèmes internationaux, on se préoccupait surtout de savoir comment on allait pouvoir manger au jour le jour. Manger et boire, bien sûr, et boire beaucoup. Et justement se trouvait là, construite à l'angle de Tottenham Court Road, une très grande brasserie où l'on fabriquait de la bière brune, fortement alcoolisée, en quantités énormes. C'était la Horseshoe Brewery, la brasserie du fer à cheval, qui appartenait à la société Meu et compagnie, l'une des deux plus importantes de Londres, fondée par Sir Richard Meu au tout début du siècle. À l'intérieur de ces vastes ateliers se trouvaient plusieurs cuves de fermentation, en bois, puissamment cerclées de fer, chaque cerclage pesant plus de 300 kilos. La plus grande avait des dimensions spectaculaires. Elle était haute de près de 7 mètres et contenait l'équivalent de 3500 tonneaux de bière. La construction était d'une solidité à toute épreuve, ou du moins, c'est ce que l'on croyait. Vers le milieu de l'après-midi,
Les ouvriers se pressaient d'accomplir leur tâche sous les aboiements des contremaîtres. L'un d'entre eux, un certain George Crick, s'aperçut que l'un des cerclages était en train de glisser et de se désolidariser de la structure. Il en référa immédiatement à son supérieur, qui se contenta de lui répliquer que ce n'était sans doute pas très grave et qu'il suffisait d'envoyer une note de service à la direction générale pour signaler l'incident. Ce fut alors, sans aucun autre signe avant-coureur, que le drame se déroula. Tout le cerclage de la plus grande cuve venait brusquement de lâcher, et toute la structure s'effondra d'un coup, entraînant dans sa chute les autres cuves qui explosèrent elles aussi, vomissant plus de 600 000 litres de bière. Un véritable tsunami de près de 5 mètres de hauteur déferla dans les rues, inondant des maisons alentour avec une telle violence que celles-ci s'écroulèrent, tuant ses habitants sous les décombres. L'énorme vague poursuivant sa course folle, elle défonça le mur d'une taverne voisine, le Tavistock Arms, et la petite serveuse, une adolescente de 14 ans nommée Eleanor Cooper, fut engloutie sous les décombres. Dans un sous-sol, 4 personnes en train de veiller la triste dépouille d'un tout petit enfant de 2 ans mort de maladie furent aussitôt noyées. Dans l'enceinte de l'usine ravagée, dont les murs et la lourde charpente avaient eux aussi cédé, on parvint à sauver in extremis 3 ouvriers de la noyade, et un 4e de l'écrasement sous l'amoncellement des débris. George Crick, celui qui avait donné l'alerte, en réchappa indemne, mais son frère fut sérieusement blessé. Malgré cette épouvantable scène de désolation, toute cette bonne bière ne fut pas perdue pour tout le monde. On vit brusquement jaillir des infâmes taudis, des dizaines et des dizaines de miséreux, armés de cruches, de seaux, de bassines, s'empressant d'écoper le plus de bière possible, beaucoup en avalant des litres sur place au point d'être ivres, morts et malades, d'autres retournant en courant chez eux, les contenant pleins à ras-bord. Il y eut bien pire, le désastre ayant attiré de très nombreux curieux, des habitants du quartier qui avaient perdu des proches dans la catastrophe exhibèrent leurs cadavres et firent payer tous ceux qui voulaient les voir de plus près comme des curiosités. Cette catastrophe fut suivie d'une action en justice afin de déterminer les responsabilités. Le juge, à l'examen du dossier et après audition de nombreux témoins, conclut qu'il s'agissait d'un tragique accident, impossible à prévoir, et personne ne fut poursuivi. Les propriétaires de la brasserie évitèrent de peu la faillite, mais finirent par redresser la situation. Tous ces événements sensationnels furent suivis avec passion et effroi par toute l'Angleterre, et la presse en relata tous les détails. Du 19 au 25 octobre, de nombreux comptes rendus furent publiés dans le Times, le London Courier, le Morning Post, l'Evening Mail ou encore le Kentish Gazette. C'est d'ailleurs à ces sources que j'ai puisé pour vous raconter ce drame. Et c'est depuis cette incroyable inondation de bière que l'on n'utilise plus de cuves de fermentation en bois pour la fabrication de la bière. Elles ont été toutes remplacées par des cuves en béton, intérieurement revêtues d'un enduit d'étanchéité. Aujourd'hui, il est facile de voir où se trouvait exactement la brasserie du Fer à Cheval. Sur son emplacement se dresse le grand théâtre Dominion, qui fut construit en 1929. À 2 pas, il y a plusieurs pubs très chaleureux. On peut y goûter d'excellentes bières, sans risquer que tout s'écroule. À bientôt pour de nouvelles aventures dans le podcast Hastings. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les autres épisodes. Take care and see you soon.